Bonsoir, chers amis, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices. Vous tous qui nous suivez de partout en Afrique, vous êtes sur la télévision Isango Star. C'est l'émission Leadership d'Impact que vous suivez tous les mardis à 19h15. Moi, je suis Solange Ayanone. Ce soir, on va parler de la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Comme vous avez pu le suivre peut-être dans les différents médias, même sur les médias sociaux, la sécurité n'est pas vraiment très assurée à l'est de la République démocratique du Congo. Et vous savez que le Congo, c'est un pays voisin du Rwanda et c'est un pays de la région. En Kinyarwanda, il y a un proverbe ou une expression qui dit que quand ton voisin a un problème, ça peut te toucher d'une manière ou d'une autre. J'essaie de traduire. Mais on a commencé à recevoir les réfugiés qui viennent de l'Est de la République démocratique du Congo parce que les membres ou les forces de M23 sont en guerre contre les forces de la République démocratique du Congo, les militaires du pays. Et il se pourrait qu'il y a certaines parties, et même Goma et d'autres parties de l'Est du Nord Kivu, qui sont contrôlées par les forces de M23, un groupe de rébellion de Congolais d'expression rwandais qui revendiquent leurs droits au pays de la République démocratique du Congo. Au studio, nous avons invité les invités qui vont nous aider à parler de la sécurité à l'est du Congo et de savoir s'il y a une solution. Est-ce qu'il y a une solution à la sécurité ou à la guerre de l'est de la RDC? Et on va parler de cela, on va analyser les causes de cette guerre qui vient de faire des années, qui a fait des réfugiés dans les pays voisins, qui continue à faire même des réfugiés. Depuis 2 jours, on parlait de plus de 400 réfugiés qui ont quitté leur maison, leur terre pour se réfugier dans les pays voisins. Donc, ce n'est pas un nombre qui n'est pas... c'est un nombre considérable. C'est pour ça qu'on va voir dans cette émission quelles sont les causes. On va voir même les conséquences sur les Congolais eux-mêmes, sur aussi les pays de la région. Et on va aussi voir les solutions. Qu'est-ce qui peut être fait pour que la RDC puisse avoir la paix et pour que l'Est de la RDC puisse être stable de façon en ce qui concerne la sécurité et pour que aussi la région puisse être stable. Parce que c'est une guerre qui vient de durer et qui ne trouve pas de solution durable. Alors, ce soir, nous avons M. Alfred Jasnan. Et il est notre invité dans beaucoup d'émissions. Bienvenue, Alfred. Merci. Il est le président de Charlogon Media Group. Il est d'origine tchadienne, mais il vit ici à Kigali. C'est un journaliste d'une grande expérience, mais qui est aussi souvent, qui fait des analyses sur la géopolitique de la région, mais aussi de l'Afrique en général. Bienvenue Alfred, encore une fois dans cette émission. Merci. Moi, quand tu viens dans cette émission, je suis très contente. D'accord. Parce qu'on a passé beaucoup de mois sans te voir. Et pour moi, tu es un miracle. Oui, donc, oui. toi et moi aussi. J'étais malade, mais par la grâce de Dieu, je suis là. Tu es là, vraiment. Pour continuer de parler. Il faut vraiment jeter les fleurs au staff du CHK qui ont fait tout pour que tu sois ici encore dans cette émission. Il y a de l'autre côté, nous avons M. Gaston Rwaka. Il est un journaliste d'expérience, d'une grande expérience. Il a travaillé dans différents médias ici au Rwanda. Il est né en République démocratique du Congo. Il vit ici au Rwanda, il est rwandais. Mais comme vous le savez, avant les frontières des pays, les pays, avant d'être subdivisés, comme on le voit ici sur la carte,
Et il y avait les membres de la famille de l'autre côté de la frontière qui sont restés là-bas, qui étaient peut-être rwandais. Il y avait les Congolais qui étaient en Ouganda, les Ougandais qui étaient au Rwanda, les Rwandais qui étaient au Congo. Alors quand on a fait la délimitation géographique, il y a même les membres de la famille qui sont restés de l'autre côté des frontières. Alors, Gaston, quelque part, il est aussi touché par ce qui se passe à l'est de la RDC, comme quelqu'un qui y est né, mais aussi qui a, même jusqu'à présent, des membres de la famille, des amis, des enfants avec qui il a grandi, avec qui il a étudié à l'école. D'une manière ou d'une autre, là, ce qui se passe en RDC, ça te touche, Gaston, est-ce que je mens? Oui, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Ah oui. Comme on avait discuté avant, et qu'on a fait la journée ensemble, on croyait que... Oui, d'accord, en pleine recherche, de voyage d'ici et là. Et je suis très content d'être dans cette émission, Leadership d'Impact. Merci. Et ma conviction est qu'avec de telles plateformes, l'Afrique pourra se libérer et être en paix. Merci beaucoup et bienvenue à cette émission. Alors, sans trop tarder, peut-être que je vais commencer par Gaston. Gaston, tu es né en République démocratique du Congo. Tu as grandi là-bas et puis tu es venu ici au Rwanda. J'aimerais savoir, est-ce qu'on peut, vous pouvez nous décrire ce qui se passe selon ce que vous voyez sur les médias, comme vous êtes ici, mais aussi selon ce que les amis, les membres de la famille qui sont en RDC vous racontent, quelle est la situation sécuritaire dans cette région? Oui, comme vous venez de le dire, Solange, moi je suis né au Congo-Kinshasa et à cette époque, ce pays s'appelait Zaïre. Zaïre avec les fleuves Congo, de la musique à Kinshasa et partout dans d'autres régions. En tout cas, je pense dans les années 70, quand même le pays était en paix et nous essayions de vivre en bonne collaboration avec toutes les communautés. Parce que vous savez, le Congo, c'est un pays vraiment multiculturel. Il y a dans l'histoire ce qu'on appelle l'Empire Luba, l'Empire Lunda, l'Empire Bakongo, et beaucoup plus à l'est du Congo, on les appelle les Baswahili, dans les deux Kivu. Alors, mais par rapport à la situation, à la conjoncture politique actuelle, la situation est très critique. Moi, je suis un citoyen du monde. À part ma profession de journaliste, je suis l'actualité. Je ne dors pas. Alors, ces gens souffrent. Plus de 3 décennies. Il y a des guerres incessantes. Donc, c'est ça vraiment la passion de mon cœur. Je suis sûr, j'essaie d'appeler les gens qui sont là-bas, à Goma. Ils sont tous enfermés dans des maisons. Ils n'ont pas du courant. Ils n'ont pas de l'eau. Ils ne font pas de circulation. Et la famille est aux aguets. Voilà l'expression de mon cœur. C'est du chagrin, c'est de la galère, c'est de la misère. La population congolaise souffre. Et quand les Congolais souffrent, nous sommes des Africains. Nous ne sommes pas contents de tout ce qui se passe. Mais je pense que l'origine de cette guerre qui est en train de tuer, d'emporter les vies humaines, c'est l'idéologie. Les gens n'ont pas compris l'histoire de la colonisation. Et d'ailleurs, dans ces guerres, je n'aurais pas honte de le dire, il y a bien sûr une influence occidentale. Et aujourd'hui, je lisais donc les informations sur, je pense que c'était sur le site de TV5 Monde, là où on parlait des ambassades qui ont été pillées en République démocratique du Congo. C'est-à-dire que l'insécurité, ça quitte maintenant la région de l'Est, ça va jusqu'à Kinshasa. Alfred, est-ce que vous avez été au courant de ce qui s'est passé à Kinshasa, sur les différentes ambassades, sur les magasins qui ont été pillés suite à ce qui se passe à l'Est de la RDC? Merci de m'avoir donné la parole par rapport à ce qui se passe actuellement en République démocratique du Congo. Bon, vous voyez, on a entendu, on a vu même des images de pillages et même l'ambassade rwandaise à Kinshasa a été pillée et brûlée. Et on a remarqué que les forces de l'ordre qui étaient même censées de protéger cette chancellerie n'étaient pas là. Ils ont laissé faire. Moi, je me disais,
mais ils ont oublié et leur rôle de diplomate. Bon, quand il s'agit du gouvernement, le gouvernement devait rappeler les forces de l'ordre de protéger l'ambassade. Et si seulement l'on se posait la question, quand on est de l'ambassade de la République démocratique du Congo à Kigali, est-ce que cela a été fait ici? Non, je ne crois pas. Donc, quelque part, c'est un conflit qu'il fallait vraiment gérer avec beaucoup de tact. Parce que c'est un conflit où il faut remonter à la source pour savoir pourquoi le M23 persiste ici pour que le gouvernement congolais les reconnaisse en tant que des citoyens de ce pays. Je parle de la République démocratique du Congo. Donc, ce que nous, en tant que des observateurs, ou soit des journalistes, demandons, c'est qu'il faut arrêter la guerre. Parce que cette guerre a causé beaucoup de pertes de vies humaines et également a aussi touché l'économie du pays. Et vous savez que la ville de Goma, qui a été conquise par le M23, c'est une grande ville. Et même les organisations internationales qui travaillaient là-bas ont demandé à leurs employés de quitter la ville parce que la ville n'est plus en sécurité. Parce qu'il y a eu des affrontements là-bas et certains civils et populations sont pris dans le tenaille de ces conflits. Donc certains ont décidé de fuir parce que Goma n'est pas loin du Rwanda. Ils ont fui pour rentrer au Rwanda pour se sauver la vie. Donc c'est un conflit qu'il faut arrêter et cette décision doit venir directement du chef de l'État, le président Tshisekedi. Ok. Merci beaucoup. Donc c'est un conflit, comme vous venez de le décrire, qui est en train d'avoir même des conséquences sur tout le pays. Et non seulement sur tout le pays, mais aussi sur la région. Comme les pays voisins sont en train de recevoir des réfugiés, et ça aussi, ça impacte ou ça a une conséquence, on va y revenir sur les conséquences. Alors, Gaston, est-ce qu'on peut savoir les vraies causes de cette guerre? Parce que dans les médias, il y a toujours des échanges. Le gouvernement congolais qui dit que c'est des Rwandais et qui accuse le Rwanda. Et même maintenant, ils disent que, je lisais sur France 24, que c'est les Rwandais qui ont pris la ville de Goma. C'est ce que le président Tshisekedi a dit aujourd'hui, que c'est les Rwandais. Alors, les Rwandais, le gouvernement rwandais dit non, ce sont vos citoyens d'expression Kinyarwanda. Et donc, qui sont reconnus internationalement comme des citoyens congolais qui réclament. Quelle est l'origine de cette guerre? Est-ce qu'elle a vraiment une raison d'être qui est valide? Mais je pense, avant d'intervenir, je reviens sur l'aspect dont M. Alfred venait d'évoquer. Alors, tous ces comportements, toutes ces conséquences de pillage Kinshasa, hier même, je pense, les habitants de Goma ont pillé l'aéroport. Je pense que ça, c'est un aspect d'irresponsabilité au niveau du leadership. En tout cas, je m'abstiens à faire de jugement des valeurs, mais nous jugeons le fait. Si vraiment les autorités centrales de Kinshasa ont invité la population à manifester contre la prise de Goma par les combattants du M23 et que la population n'a pas écouté cet appel, au contraire, ils se sont retournés à piller des magasins et boutiques et puis saccager des ambassades. Vous comprenez directement que c'est la responsabilité du gouvernement. Alors, en ce qui concerne les causes, je pense que les causes de cette guerre, elles sont beaucoup plus idéologiques et historiques. Si, bien sûr, avant les années coloniales, et bien sûr, ici, il faut évoquer la conférence de Berlin, car c'est elle qui a divisé l'Afrique. Et nous savons très bien qu'il y a des zones
aujourd'hui qui sont aux côtés du pays du Congo, qui appartenaient au Rwanda, donc d'une façon ou d'une autre, tout azimut, bien sûr, il y a des régions où il y a des Congolais d'expression rwandaise. Alors, il y a le gouvernement central de Kinshasa qui est en train de nier la nationalité de ces gens. Je pense qu'il y a eu beaucoup de débats sur cet aspect. Alors, d'une façon ou d'une autre, la responsabilité reste aux leaders. Et c'est pour cela que je suis très content d'être dans cette émission Leadership d'impact. Donc, avec les leaders qui sont conscients, qui connaissent l'histoire, qui essayent d'approcher l'histoire, qui comprennent, tout pourra bien aller. Mais donc, ce problème qui est en est de la République démocratique du Congo n'est pas né aujourd'hui. C'est un problème qui tire ses racines des années du 19e siècle, dans les années 1885, ainsi de suite. Et pourquoi le gouvernement congolais ou même le président et tout le gouvernement, pourquoi ils veulent nier disons, ce groupe de Congolais d'expression Kinyarwanda maintenant, alors qu'ils sont là depuis des années? Alors, sur ce point, ils se font lâches, car ils connaissent que le temps a révolu et que l'erreur historique se corrige par l'évolution de la science. Ils savent très bien que l'histoire peut se répéter et que ces régions, ces collines des rwandophones, parce qu'ils ont été maltraités, ils ont été tués, alors si une fois ils ont l'occasion, ils peuvent même procéder à ce qu'on a parlé du balkanisation, du fédéralisme. Donc, il y a tout un tas de trucs. Il y a je dirais, il y a beaucoup d'écueils, il y a beaucoup de difficultés au niveau de la compréhension, mais la plupart des leaders actuels congolais, ils ont peur qu'un jour, ce Congo pourra se fracasser, pourra avoir des fissures, pourra avoir ce qu'on peut appeler fédéralisme, comme ça a été au Soudan, pourquoi en Somalie, en Somaliland. Donc, ils ont beaucoup de choses qu'ils ne veulent pas extérioriser. Et c'est pour cela que même le président Tshisekedi et son entourage, ils essayent d'être beaucoup xénophobes à toute personne qui peut avoir une affinité ou du sang rwandais. Mais et parce que dans beaucoup des interventions, le gouvernement congolais disent non, le Rwandais, ils veulent avoir une main basse sur les richesses de la République démocratique du Congo, qui est riche à minerais. Mais il y a aussi une autre option qui dit que les Rwandais veulent aussi cette région, veulent récupérer la région qui lui appartenait avant l'époque coloniale. Donc, il y a ça. Il y a le problème de pillage, que le Rwanda pille. Et même, je me rappelle, un jour, on était dans une conférence et puis un collègue journaliste, c'était à l'extérieur du pays, m'a dit « Ah, vous, le Rwanda, Kigali est belle ?» J'ai dit « Oui, Kigali est belle, mais Kigali est propre, elle est petite, mais elle est belle. » Et puis, elle a dit « Mais ça a été construit par notre argent, notre richesse. » J'ai dit « Mais comment ils ont construit votre richesse, Kigali, avec vos richesses, et pourquoi vous ne construisez pas les mêmes villes avec les richesses qui sont restées ?» Donc, il y a cette discussion que le Rwanda veut cette région, le Rwanda pille, et que le Rwanda, c'est lui qui... Ce ne sont pas des Congolais d'expression Kinyarwanda ou rwandaise qui veulent être reconnus, que c'est le Rwanda, plutôt. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui, donc ils veulent dire que ces Congolais d'expression rwandaise, ces rwandophones, donc ils passent par le biais de ces gens pour que les Rwandais s'enrichissent. Mais vous savez bien, Solange, tant bien même nos téléspectateurs, partout où vous êtes, dans l'histoire du Congo, vous savez très bien que c'est la Belgique qui a colonisé le Congo. Et il y a beaucoup des adages, il y a beaucoup de dictons qui disent que la beauté de Bruxelles proviennent du cuivre du Katanga et de l'or du diamant du Kasaï. Alors, je pense, là, quand nous sommes en train d'évoquer cet aspect, réalisons que ça serait mieux que le Congo ait un bon management. S'ils ont un bon management,
le Congo va se développer, le Congo sera en paix, et bien sûr, les voisins, nous en avons aussi besoin. Mais vous savez, aujourd'hui, la guerre, aujourd'hui, c'est beaucoup plus l'économie. Mais les Américains, ils ont besoin de l'or. Les Japonais, ils ont besoin du bois. Parce qu'au Congo, il y a beaucoup de forêts. Ils ont un bois de bonne qualité. Il y a les wenge, il y a les teke, il y a les libuyu, les licheche et les lukundu. Mais le Congo, c'est un gâteau chaud. C'est du hot cake. Mais alors, je pense que c'est à la place des Congolais d'être capables, d'être beaucoup plus conscients, d'exploiter les richesses. Mais pourquoi pas? Mais ce monde d'aujourd'hui, c'est un monde de partage. Le Rwanda a besoin du Tchad, le Tchad a besoin du Soudan, le Congo a besoin de l'Ouganda. Donc, on ne peut pas vivre seul. On a besoin de vivre ensemble, mais vivre dans cette logique du win-win. Comme peut-être que toi, tu as vécu là-bas, j'aimerais écouter ce que Alfred dit par rapport à cette question, à ce dialogue, discussion. Le Rwanda veut récupérer les terres, le Rwanda veut piller le Congo, et que c'est pour ça que Tshisekedi et son entourage ne reconnaissent pas les rwandophones de la RDC. Ben, vous savez, cette histoire que le gouvernement de Kinshasa ne veut pas reconnaître le M23, c'est beaucoup plus profond. Parce que quelque part, il y a des enjeux et des intérêts. Et autour de ces intérêts, il y a aussi la corruption qui est là. Maintenant, il faut remonter les choses pour bien expliquer à nos téléspectateurs pour qu'ils puissent comprendre. Donc, quand vous voyez le Congo, c'est un grand pays immense, riche, avec son sous-sol. Et son sous-sol attire les grandes firmes. Les grandes firmes qui ont besoin des matières premières pour fabriquer leurs produits. Et ces grandes firmes ont leur méthode. Soit ils viennent légalement pour prendre les ressources naturelles du Congo de manière légalement, ou soit de manière illégale. Et vous le savez très bien, il y a même récemment, même pas deux semaines, il y a des Chinois, il y a des étrangers qui sont arrêtés par la police, appréhendés par la police avec des milliers, des centaines de mille de dollars. Et même des kilos d'or. Et avec des Congolais qui sont leurs complices. Donc ça, c'est un exemple que j'essaie de prendre pour expliquer. Alors, si on voit de telles choses arriver au Congo, cela veut dire que l'État ne contrôle pas ce qui se passe au Congo. Donc, quand nous sommes en face d'un régime qui n'arrive pas à contrôler qui entre et qui fait quoi, alors ça va être du désordre. Voilà. Mais non, il y a le côté pourquoi le gouvernement ne reconnaît pas le M23. Parce que quelque part, il y a aussi ces influences extérieures, soit par les firmes, ou soit par les grands intérêts des grandes puissances, qui détiennent des parts dans ces grandes firmes, ont tendance aussi à influencer sur le gouvernement congolais. Donc, à ce niveau, le gouvernement congolais va laisser faire. Et il y a aussi le camp des Congolais qui font des affaires malpropres avec les entreprises de l'extérieur. Donc, ils marchandent. Quand ils marchandent avec l'argent, ces Congolais se ressourcent avec des armes pour maintenant faire face à la loi du gouvernement qui veut vraiment chercher à mettre de la régulation. Non, il ne faut pas faire sortir les matières premières, il faut faire sortir les matières premières par la voie légale et tout ça. Donc il y a un affrontement, il y a un conflit entre le gouvernement, conflit d'intérêts entre le gouvernement et les milices. Enfin, il n'y a pas seulement que le M23 qui
qui est une rébellion au Congo. Il y a beaucoup de groupes de milices de rébellion au Congo. Donc ces groupes sont financés de manière directe ou indirecte par les firmes pour pouvoir continuer à piller. Et au niveau du gouvernement congolais, il y a aussi des administrateurs corrompus qui sont prêts à délivrer des documents pour faire sortir ces matières premières. Donc, pour toi, c'est... Et là, maintenant, quand on vient se poser la question de responsabilité au niveau du gouvernement congolais, du moment où, bon, je prends un exemple congolais lambda qui passe par ces manières pour vendre du minerai à un étranger et qui passe autrement pour obtenir un document légal pour sortir ce minerai, et aussi au vu de la force de l'ordre du Congo. Mais qui est ce pays frontalier qui va venir empêcher quelqu'un qui a une bonne et due forme de formalité de quitter la frontière aérienne ou terrestre? Tu ne peux pas. Oui, parce que c'est une frontière internationale. Je pense qu'aujourd'hui, hein, oui, cet adage de dire, voilà, le Rwanda, c'est prétexte, c'est un billet pour évader ses responsabilités. Parce que si aujourd'hui, les militaires congolais ne sont pas bien payés, si les hôpitaux ne fonctionnent pas, un Congolais, avec toute sa fierté, il va te dire que c'est le Rwanda qui nous amène des problèmes à l'Est. Donc, je pense beaucoup plus, le gouvernement, les responsables, le leadership congolais a besoin d'abandonner cette inertie, cette faiblesse et d'être responsable. M. Alfred venait de l'évoquer. Si une fois le gouvernement n'est pas capable de bien gérer les affaires de la cité, bien sûr, d'ici et là, il y aura des autocrates, des oligarques qui vont utiliser leur argent pour déstabiliser. Et puis en déstabilisant la sécurité, ils vont bien sûr voler, ils vont galvauder la richesse publique. Oui, et aussi il y a un point très important. Cette culture des Africains, par exemple, de ne pas reconnaître son frère et de ne pas reconnaître à son frère son droit de sol, je remonte même avant la période coloniale. Ce cas de figure existe partout en Afrique, où on trouve des communautés à cheval de frontières qui parlent la même langue, comme on parle des Congolais rwandophones. Voilà. Donc, ce cas existe partout en Afrique. Les Yoruba au Niger, au Nigeria. Les Yoruba au Niger avec le Nigeria. Ils n'ont jamais été accusés ni du côté du Niger, ni du côté du Nigeria. Même en Éthiopie, Soudanais avec le Tchad, il n'y a pas ce cas. Et il y a des Soudanais qui parlent la même langue que les Tchadiens. Bien sûr. Oui, l'ethnie au pouvoir au Tchad parle la même langue que l'une des langues du Darfour. Oui. La langue Zakawa est parlée au Darfour, à El Fasher, et la langue Zakawa est parlée au Tchad. Mais ils n'ont jamais été accusés que l'autre n'est pas tchadien ou bien l'autre n'est pas soudanais. Voilà. Et le même cas, ça s'est passé en Côte d'Ivoire avec les Burkinabés. Ça existe partout. La question de l'ivoirité, Parce qu'en un mot, l'Afrique, c'est une même famille. C'est ce point-là qu'on doit reconnaître. L'Afrique, c'est une même famille. Maintenant, une fois qu'on reconnaît cela, il n'y aura pas de guerre. Oui, même si on s'inscrit dans la logique des tracés coloniales, il n'y aura pas de problème. On respecte les frontières, mais à condition qu'on respecte le droit de sol, le droit et l'histoire. L'histoire de nos ancêtres. Nos ancêtres ont vécu sur cette terre. Les tracés sont passés. Et je pense... Mais cela n'empêche qu'on reconnaît son frère, que ça c'est ta terre. Et je pense que cet aspect est très crucial, Solange. Donc facilement, tu peux être congolais et avoir ton petit frère au Rwanda. Mais bien sûr. Bien sûr, à cause de l'histoire. Et quand les leaders, quand nos dirigeants vont comprendre ça, en tout cas, on va vivre en paix. Oui, mais certains comprennent, par exemple, beaucoup, le Tchad et le Soudan connaissent, le Niger, le Nigeria, ils connaissent, le Burkina
Et la Côte d'Ivoire, ils connaissent, et partout, ça existe. Même ici, où le Rwanda et le Burundi. Mais le Rwanda et la Tanzanie. Le Rwanda et la Tanzanie. Le Rwanda et l'Ouganda. Ça existe partout, sur... ça existe. Le Tchad et la Centrafrique, ça existe. Le Tchad et l'autre, le Cameroun, on n'a jamais entendu cela. Pourquoi alors on fait intervenir cette différence quand il y a d'autres engins qui sont là? D'autres engins. Par exemple, je parle de l'ivoirité en Côte d'Ivoire. C'est pendant les élections que on commençait à dire non, celui-ci ne doit pas être président parce qu'il n'est pas un vrai Ivoirien. et maintenant, vous parlez des richesses à l'est de la République démocratique du Congo qui font qu'on commence à mal regarder des Congolais rwandophones alors qu'ils ont vécu là-bas depuis des années. Pourquoi cette question est soulevée quand il y a d'autres enjeux qui se cachent derrière? Je ne sais pas si... Moi, je vois que cette histoire, l'histoire cherche à se répéter. Parce que la question de l'ivoirité, Alassane Ouattara, le président actuel de la Côte d'Ivoire, il a été accusé qu'il n'était pas... Les Rwandais qui étaient réfugiés en Ouganda depuis les années 59. Oui. Vous vous rappelez? Oui. Qui ont libéré ce pays et qui sont actuellement au Rwanda considérés comme des Rwandais. Mais avant, on disait que c'était des Ougandais. Ils n'étaient pas Rwandais. Voilà. Oui, bien sûr. Donc, cette histoire, c'est que quelque part, il faut reconnaître, il faut faire face à l'histoire. Il faut reconnaître les faits de l'histoire. C'est quand on ne reconnaît pas pour des intérêts personnels. C'est ça qui cause des problèmes. Parce que quand on reconnaît que l'autre c'est un frère, on connaît très bien que ses arrière-parents ont vécu ici, la frontière est passée là, on ne peut pas le chasser. Ça ne se fait pas. Il faut reconnaître maintenant, quand on parle un peu plus loin, quand ceux de l'autre côté, c'est-à-dire de l'Est du Congo, c'est-à-dire de Goma, si c'est eux qui décident de prendre leur autodétermination, c'est leur droit. Oui, et c'est pour cela... Il doit passer par un processus légal. Et le droit à l'autodétermination est garanti par des conventions bien signées, même à l'Union africaine, à l'ONU, c'est reconnu. Et c'est pour cela que nous avons besoin d'un leadership. On n'a pas besoin de ça. On a besoin qu'il y ait la paix entre les Congolais, d'abord, et qu'il y ait la paix dans la sous-région. Oui. Il faut un dialogue. Justement, on parlait des conséquences. Quelqu'un peut être peut-être en Tanzanie ou à Kigali, comme on est un peu loin de Goma, ou à Rusizi, et dit non, ça ne me concerne pas. Quelles sont les conséquences de ce refus ou de ce rejet d'un peuple qui, normalement, avait droit à rester dans un pays? Quelles sont les conséquences sur le peuple même, sur les voisins? Là, vraiment, je pense, soyons vraiment pragmatiques. Je pense que cette façon d'être haï par tes compatriotes te mène chaque fois à la galère et ça te cause le mécontentement. Et je pense que c'est ça la raison qui a poussé même ces jeunes hommes du M23 de prendre les armes. Et parce que là, quand toutefois au niveau diplomatique ça ne va pas, bien sûr, il y a l'arme qui doit bien faire comprendre aux gens qui ne t'écoutent pas. Et c'est pour cela que si j'essaie de revenir un peu en arrière, nous avons besoin d'un leadership qui est responsable. On était en train d'évoquer le cas du président Ouattara, qui a même, lui, été victime. Il a combattu aussi. Absolument, soit disant qu'il est burkinabé. Mais je pense qu'aujourd'hui, il peut être un bon exemple. C'est comme aussi le président du Rwanda actuel, M. Paul Kagame. Lui, je pense qu'il a aussi été réfugié, il a connu beaucoup de problèmes, et ça lui a fallu aussi sacrifier sa vie, il a pris des armes. Je pense qu'aujourd'hui, il n'est pas le genre de personne qui peut haïr, qui peut s'aimer des divisions et des isanies au niveau de la population. J'aime toujours dire que la population est bonne. Le bas peuple n'a aucun problème. Car dans leur vie quotidienne, ils ont besoin de travailler,
de marchander, de faire du petit business transfrontalier pour trouver le repas. C'est ce qui a prouvé que beaucoup sont entrés ici. Ah oui. Alors, je pense qu'aujourd'hui, le Rwanda actuel, on ne peut pas amener le truc des tribalismes, d'ethnisme, ou bien même la nationalité, ce n'est pas un problème. Je pense que tous ensemble, personne entre nous n'a choisi de naître tchadien, rwandais ou même ghanéen, mais on se rencontrait ainsi. C'est pour cela que j'ai dit on a besoin d'un bon leadership. Sinon, en ce qui concerne votre question, madame, les conséquences. Ouais, les conséquences sont très abondantes. Quand on n'a pas droit à bien vivre, à être respecté, à trouver du boulot, à profiter de ces occasions, de prendre aussi, de savourer de la richesse naturelle de ton pays, tu deviens mécontent. Et là, tu es obligé de prendre les armes. Et on sait très bien que les armes ne guérissent pas, les armes tuent. Et sur la région, des conséquences... les conséquences... on a parlé des réfugiés, oui. Les réfugiés, il y a des réfugiés qui fuient, il y a des gens qui ont perdu beaucoup de richesses, les magasins pillés, tout est là. Donc, il y a des pertes économiques qu'il faut aussi mentionner. Il y a aussi des pertes en vies humaines, vous savez, et la frontière est aussi fermée. Et là, ça cause, parce qu'il n'y a plus de communication. Parlant des frontières, la frontière de la Petite Barrière est parmi les frontières les plus visitées en Afrique. C'est en Afrique, c'est pas seulement comment dirais-je, dans la région. C'est la deuxième au monde. Oui, c'est en Afrique. Donc, et maintenant, il n'y a pas de va-et-vient. Maintenant sur l'économie congolais, que ce soit l'économie des voisins aussi, au niveau du Rwanda aussi et des autres pays voisins. C'est ça que je disais, que la basse population en souffre davantage. L'essentiel, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut que le gouvernement du Congo, Kinshasa, accepte de faire la paix. Même les grands pays, on a vu que au Liban, le plus grand terroriste est Hezbollah, mais cela n'a pas empêché aux Américains ou aux Juifs d'Israël de faire la paix avec eux. Et avec le groupe terroriste Hamas, ils ont signé des accords de paix. Oui. Mais cela n'a pas empêché. C'est déplorable aujourd'hui. Combien de fois on a affaire à des frères, des révoltés, frères des M23, c'est des rebelles, c'est des gens qui revendiquent leurs droits, c'est des révoltés. Donc il faut faire la paix. S'ils ont leurs droits, il n'y aura pas la guerre. Ça ne cause pas honte que des grandes personnes puissent écouter les personnes qui sont en danger, qui revendiquent leurs droits. Je pense qu'à l'intérêt du peuple, à l'intérêt de la population, on accepte tout. On va revenir aux solutions. C'est même sur ça, c'est la question qu'on va aborder bientôt. Mais avant, j'aimerais savoir s'il y a des gens qui aimeraient partager leur point de vue par rapport à cela. Vous pouvez envoyer les messages sur le numéro qui apparaît sur votre écran. Vous pouvez aussi appeler si vous voulez contribuer à cette émission, mais envoyez les messages WhatsApp. Vous êtes au Cameroun, vous êtes en RDC, vous êtes dans tous les pays africains, vous voulez partager vos points de vue par rapport à ce qui se passe à l'est de la RDC. Vous êtes les bienvenus en utilisant le téléphone qui apparaît sur votre écran. Il y a déjà quelqu'un qui a réagi par rapport à ça avant d'aller justement aux solutions. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que les gens se demandent maintenant, est-ce que le président Tshisekedi va finalement accepter le dialogue? C'est la question que je vois les médias, sur les médias, je crois que oui. Je vais y revenir. Je lis d'abord le message de quelqu'un qui a envoyé un message ici. Il a dit, salut, je vous suis et j'ai aimé le sujet que vous avez choisi. Je suis vraiment désolée pour le Congo, plutôt pour toute l'Afrique. Alors, j'aimerais dire que je reproche aux Nations Unies la façon dont elles ignorent les problèmes de l'Afrique et arrivent trop tard avec leurs annonces confuses, y compris l'hypocrisie. C'est pourquoi le M23 et d'autres forces armées cherchent la justice
en utilisant la violence parce que celui qui devrait les aider, les aider à trouver la justice, leur a tourné le dos. Je pense aussi que les pays puissants du monde auront l'occasion d'appuyer l'Afrique, des pays puissants. Ils en profitent bien sûr et la solution sera difficile à trouver car nous sommes toujours des colonies. Je ne trouve pas de solution car nous sommes divisés comme ça. Nous les Africains, les cousins, on n'avance pas. Donc, il dit que les Africains, c'est les cousins des autres. Mais ils ne voient pas pourquoi ils ne peuvent pas trouver un terrain d'entente et d'avancer. Merci beaucoup, Louise, de ton intervention. Alors, d'autres personnes aussi peuvent envoyer des messages sur le numéro qui apparaît sur votre écran. Alfred, c'est toi qui voulais réagir par rapport à ça. Est-ce qu'il y a des solutions? Oui, il y a des solutions. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne peut pas y avoir de la guerre sans solution. Il faut toujours, après la guerre, il faut s'asseoir pour faire la paix. Et cette paix, les Congolais et toute la population du Congo en a besoin parce qu'elle souffre d'abord de la pauvreté. Et c'est un pays vachement riche qui est assis sur une richesse, mais avec une population qui est en général pauvre. Et ça, c'est pas bien. C'est pas bien pour toute l'Afrique parce que ce que ressentent maintenant les Congolais à Kinshasa ou soit à Goma, partout dans le monde, et ce qui se passe dans ce pays les gêne. Et ils ont besoin de la solution. Et la solution doit venir de l'initiative de leur président lui-même. Il doit comprendre que cette guerre est venue pour une cause. Et cette cause est connue de tous. C'est les M23 qui revendiquent ces droits. Et il faut s'asseoir sur la table et puis trouver une solution. Maintenant, le gouvernement de Kinshasa ne veut pas faire la paix, il veut continuer cette guerre. Et continuer cette guerre, c'est encore mettre la vie des Congolais en danger. Parce que quelqu'un qui combat pour ses droits n'aura pas peur de mourir. Et si c'est un droit légitime, ça va continuer. Parce qu'il y a pas mal d'exemples pareils de conflits ailleurs, dans d'autres régions. Donc, ce qu'on appelle au gouvernement congolais, c'est d'accepter de signer un accord de paix avec le M23, et les réinsérer dans la société, soit dans l'administration, et puis cela va calmer cette guerre. Et la sous-région en général va bénéficier de cet accord. Mais faire un appel aux Congolais que le Congo est en guerre, qu'il faut aller encore, donc c'est envenimer, c'est-à-dire quand il y a le feu, il faut verser de l'eau. Et non prendre de l'essence ou du pétrole, aller verser encore sur le feu. Et ça va faire des ravages. Et ça ne sera pas bon pour le continent. Parce que ce conflit risque d'aller au-delà de ses frontières. Et c'est ce que les Africains ne souhaitent pas. Donc, vous suggérez qu'il y ait plutôt un accord de paix. Accord de paix entre les M23 et le gouvernement congolais. Oui. Et qu'est-ce que vous en pensez? Vouloir ou pas, c'est un chemin incontournable. Comment ça? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre solution? Non. Parce que quand bien même, il y a un adage français qui dit « quand on veut la paix, on prépare la guerre ». Mais pour que aussi la guerre cesse, il faut toujours passer par des moyens pacifiques. Et au contraire, moi, de ma part, même si nous sommes en train de chercher des solutions, c'est parce que des conséquences néfastes nous deviennent de plus en plus solides. Nous perdons de vies humaines d'ici et là. Et je pense qu'aujourd'hui, compte tenu de la situation préoccupante de l'Est du Congo, les Rwandais aussi n'est pas en paix. Et vous savez très bien qu'avant-hier, Rubavu même, ils ne sont pas en paix. Mais à propos de ce que nous étions en train d'évoquer sur les retards, les comportements
de l'Organisation des Nations Unies, vous savez très bien que cette organisation a échoué dans ses missions. Parce que depuis ce qu'on appelait la Société des Nations, la SDN, durant la Deuxième Guerre mondiale, l'ONU n'a pas été à la base de stopper les massacres, les tueries, même les génocides perpétrés contre les Juifs. Et je pense que le Rwanda est un bon exemple. En 1994, les gens ont été tués, massacrés, génocidés à la présence même de l'ONU. Alors, quelle est la leçon dont le Congo, l'Afrique en général, devait prendre sur cette situation? Nous devons gérer. Je suis en train de dire le leadership d'impact doit chercher les voies de sortie sans toutefois entendre les gens qui viendront d'ailleurs, les forces des Nations Unies. Ces gens-là sont des mercenaires. Mais autant on les voit s'investir dans la guerre en Ukraine, on a vu que la communauté internationale a fait beaucoup de choses, envoyé des aides. On a vu vraiment un grand investissement de la part de la communauté internationale. Mais quand il s'agit de... Vous citiez l'exemple du Rwanda en 1994 qui a été délaissé par la communauté internationale. Quand on voit des années que la MONUSCO vient de faire à l'est de la RDC, on se demande pourquoi il n'y a pas vraiment... on ne voit pas des actions durables qui sont faites par la... Mais vous savez, vous étiez en train d'évoquer le cas d'Ukraine. Ils investissent, mais ils ont aussi des intérêts. Mais en ce qui concerne le Congo aujourd'hui, je vous ai bien dit que c'est un neurotkek, c'est un gâteau chaud. Si le Congo aujourd'hui est en paix perpétuelle, ces gens-là, ces mercenaires étrangers, n'auront pas du gâteau chaud. Alors, ça revient au même. Ils ont besoin de continuer de pratiquer leur théorie, de diviser pour régner. Mais pour nous autres Africains, voisins du Congo, jamais la guerre du Congo ne pourra pas nous faire plaisir. Et en ce qui concerne le Rwanda, c'est plus pur. Ouais. Il y a des obus, il y a des maisons qui sont détruites du jour au lendemain, il y a des pertes de vies humaines. Et puis, nous avons besoin de main-d'œuvre. Nous avons besoin des Congolais qui viennent enseigner au Rwanda. Je pense que très bien, il faut être pragmatique. Ce que nous voulons, c'est la paix. Mais notre leadership doit avoir le premier pas, doit avoir la mainmise. Oui, merci beaucoup. Est-ce que vous avez l'espoir que le président Tshisekedi et son entourage vont accepter le dialogue? Ils n'ont pas le choix. Parce qu'ils ont refusé ça quand ils avaient encore la chance. Ils avaient la ville de Goma. Il n'y avait pas encore toute cette vie humaine perdue. Mais pour le moment, il n'a pas le choix. Parce que s'il refuse de dialoguer, alors voilà, il va donner le M23 la chance parce qu'ils vont continuer. Ils vont capturer Bukavu, pourquoi pas Uvira. Et voilà, il avait peur de la balkanisation et du fédéralisme. Et voilà. Alors, si le président Tshisekedi et son entourage ne veulent pas discuter avec le M23, pour le M23, c'est la victoire, c'est le feu vert. Okay. Il y a beaucoup de gens qui ont envoyé leur réaction par rapport à cette émission. Ça montre vraiment que les gens sont intéressés au thème d'aujourd'hui. Il y a un qui n'a pas dit son nom, mais il a dit que, on voit même les vidéos, le nœud du problème se cache derrière la question de l'Est de la RDC, que presque personne n'ose dénouer, et l'idéologie anti-Tutsi, partie des théories de la raciologie européenne, est répercutée par les anthropologues comme Gobineau, dont la Belgique coloniale a introduit des retombées en divisant pour régner, ethnisant le Rwanda. La France vient activer le génocide des Tutsis en 1994 et récupérera les génocidaires au Zaïre pour les réorganiser. Même quand on dit congolais rwandophone, on glisse vers la fausseté parce que les perçus comme Hutus congolais restent à marge de l'insécurité et FDLR ne visant que des perçus comme Tutsis.
Je ne sais pas si vous avez compris. Oui, ce nous message. comprenons cette philosophie. Hein. Oui, oui. Ah, oui. Donc, il y a aussi un autre qui a dit que il n'est pas d'accord avec ce que vous avancez. Il a dit, mais quand vous dites que les Congolais d'origine rwandaise sont déconsidérés, renseignez-vous bien. Parce que Alexis Gisaro Muvunyi, c'est notre ministre des Infrastructures, Travaux publics au Congo. Ah, Attends, il a dit, c'est un Congolais Munyamurenge, mais nous lui considérons bien. Donc, il n'est pas d'accord avec ce que vous avez dit que les Congolais d'expression rwandaise ne sont pas considérés. Il donne même un exemple d'un Congolais Munyamurenge Gisaro, qui est un ministre des Infrastructures. Des infrastructures, voilà. oui. Donc, vous allez réagir Alors, aussi à ça. le Il y a une autre. problème se trouve où exactement? Oui, je lis aussi notre. Lui, il a dit que bonjour, j'aime bien votre émission. Merci beaucoup d'aimer notre émission. Voilà, je pense que c'est tout. Voilà. Donc maintenant, le problème se trouve où? Le problème se trouve au niveau de l'information. Il y a un autre qui a dit sensibilisation. que les Rwandais veulent piller les ressources de la RDC. C'est aussi un autre message. Le problème se pose où maintenant? C'est au niveau de la communication. Et est-ce que le gouvernement congolais est conscient que sa population ne maîtrise pas vraiment ce sujet et la responsabilité l'incombe? Maintenant, la responsabilité revient maintenant au gouvernement congolais de sensibiliser les Congolais sur la non-violence et la paix avec ces pays voisins et avec les Congolais entre eux. Maintenant, c'est un Congolais qui a envoyé ces messages. Oui, c'est des Congolais. Donc cela veut dire qu'il y a un problème. Donc il n'y a pas une bonne communication entre le peuple et son gouvernement sur la question de l'Est. Voilà. Donc maintenant, il faut que le gouvernement ait une bonne compréhension de l'affaire et que le gouvernement positive ce conflit-là. Parce que ça ne sert à rien que de le négativer. Parce que ça va continuer, ça va enflammer des choses. Le même exemple, nous le savons bien. Le Soudan, le cas du Soudan. C'est là. Ceux-là, ils ne veulent pas se comprendre. Et le gouvernement de transition ne veut pas signer un accord de paix avec les révoltés, les milices, les forces de soutien rapide. Donc, le conflit a fait que beaucoup de Soudanais sont morts. Oui, l'entêtement politique autour d'un conflit, ça engendre des dégâts. Donc, les dégâts, maintenant, je crois que les membres du gouvernement, ils sont tranquilles, bien gardés avec les militaires. Ils sont là, mais la population congolaise fait face à un conflit. Il y a des tueries, il y a des gens qui ont perdu des richesses. Excusez-moi, je vais lire ce Donc, message. la solution, c'est la paix. Il y a quelqu'un qui nous suit depuis le Gabon. Il a dit, bonsoir, je vous suis depuis le Gabon, et je vois c'est le numéro du Gabon. Il dit que vous, les invités qui sont dans cette émission, vous êtes pro-rwandais. Vous êtes du côté du Rwanda et vous ne dites pas la vérité. Il a dit que vous êtes esclave de Kagame. Voilà, ça c'est sa façon de dire. Et puis il a tout son droit le plus absolu. Mais je voulais beaucoup retourner sur les commentaires qui a précédé. Parce que là, il y a les téléspectateurs qui disent, voilà, aujourd'hui, c'est comme si les Hutus au Congo, ils sont un peu à l'aise par rapport aux Tutsis. Mais ça aussi, c'est par rapport à l'histoire de 1994, parce que les anciens militaires des forces armées rwandaises, ils se sont réfugiés là-bas. Et nous savons, pour le moment, il y a les FDLR qui proviennent qui collaborent avec le FARDC. Mais je pense que beaucoup plus dans notre optique, la chose la plus cruciale, c'est que nous tenons à dire que nous avons besoin d'un leadership qui comprend
qui comprend l'histoire du pays et qui est capable de maîtriser la population sans amener les trucs des préjugés, des stéréotypes. Et d'ailleurs, moi, je ne tiens pas beaucoup au genre des histoires des ethnies, des tribus, parce que chacun a son cœur et puis chacun a sa manière. Vous savez, même le Congo aujourd'hui, il y a un problème. Il y a des gens qui disent que Tshisekedi, avec son clan Luba, ils sont en train de détruire le pays. Mais c'est à lui maintenant de manifester, c'est à lui de démontrer sa puissance pour unir sa population afin que le pays soit stable. Je pense très bien qu'aujourd'hui, les problèmes que l'Afrique a, je pense que les problèmes que l'Est du Congo a, ne seraient pas beaucoup plus liés aux ethnies Tutsi ou Hutu. Mais vous vous souvenez, vous êtes en train d'évoquer le cas de M. Kissaru, qui est ministre aux infrastructures. Oui, oui. Il est Munyamurenge, il a dit que ça montre que les Rwandais sont considérés. Mais écoute, vous savez que ce monsieur, il est trop dérangé. Les Congolais. Il n'y a pas tout un mois là, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, lui a demandé d'aller au Parlement et de dire qu'il est incapable de diriger. Alors, lui aussi, je pense que c'est un robot, il est téléguidé, il n'a rien à dire. Et puis, je pense, au lieu de dire qu'un Tutsi congolais a un ministère, il serait beaucoup plus important de prendre compte. Nous sommes en train de parler de Goma et du Nord Kivu, mais aussi de Kivu, dans les hauts plateaux de Minembwe, il y a les Banyamulenge qui sont en train d'être tués par le militaire du gouvernement. Alors, je pense qu'il y a des grandes questions. Aujourd'hui, on n'a pas besoin tous de devenir ministres, ou bien généraux ou colonels, mais nous avons beaucoup plus besoin d'avoir la paix, d'être en sécurité et de vivre en harmonie. Merci beaucoup. Il y a quelque chose à ajouter parce qu'on arrive à la fin. À répondre à ce monsieur qui disait qu'on a une analyse biaisée alors que ce n'était pas le cas. Nous, on essaie d'expliquer des faits. Parce que ces faits est connu de tous. D'ailleurs, même l'Union africaine a fait un communiqué pour demander qu'il y ait un cessez-le-feu parce que ce conflit va causer des dégâts. Et ça ne sera pas bien pour les Congolais. Maintenant, lui, il dit que nous, on prend position de qui? On parle du conflit entre l'armée de la RDC contre un groupe rebelle de la RDC. Maintenant, c'est de là qu'il s'agit. Maintenant, il faut circonscrire maintenant ce problème et trouver la solution. Maintenant, que veulent les M23? Les M23 ont des revendications. Maintenant que le gouvernement congolais s'assume, prenne sa responsabilité face à ça. Et en prenant cette responsabilité, qu'il n'y ait pas d'impact négatif sur la population congolaise. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas seulement qu'on vient, non. Partout en Afrique, il y a des mouvements rebelles. Mais à chaque fois qu'il y a un mouvement rebelle, il y a une revendication derrière. Ça, c'est connu de tous. Il n'y a rien d'étrange par rapport à ça. Je pense un message de compassion. Je pense avant tout, soyons réalistes. On a fini nos minutes. Vous savez très bien qu'au Congo, les M23 étaient en train de se battre avec plus de 15 pays africains, avec les Ouazalendo, les FDLR, des Roumains. Mais jusqu'à présent, au ministère des Affaires étrangères congolaises, on dit qu'il y a 4000 militaires rwandais qui sont en train d'appuyer le M23. Et là, vous pouvez vous demander, est-ce que c'est ces 4000 militaires rwandais qui sont en train d'épuiser les FRDC avec toutes leurs assistants? Alors là, vraiment, soyons logiques et cherchons les problèmes, cherchons les racines des problèmes, parce que je pense, pour bien couper un arbre, il ne faut pas commencer par les branches. Et d'ailleurs, je voudrais noter, même hier, je suivais une émission sur la télévision kenyane, le professeur Lumumba, c'est connu de tous les Congolais. Lui, c'est un Kenyan, c'est un grand professeur. Donc, il avait souligné aussi les faits historiques. Les faits historiques de ce conflit-là vont persister tant que le gouvernement congolais
ne reconnaît pas le M23 pour dialoguer et signer des accords de paix. Merci beaucoup. Un message de compassion à tes amis qui sont à Goma, tes voisins de l'autre fois. Pour terminer, là, vraiment, vous avez 1 minute. Beaucoup de collègues à moi qui sont en République démocratique du Congo, notamment Yamokuna Moussense qui est à Goma, il y a mes cousines Bora, toute la famille Mourebois, mon oncle Venus. Vraiment, c'est toute une liste exhaustive, mais je désire que nous respirons la paix et que nous ayons cet esprit, car la haine ne peut rien nous servir. Nous sommes une personne, nous sommes tous des Africains, nous avons besoin de vivre dans l'unité. Merci beaucoup, cher Gaston Roaka, de votre intervention, de votre disponibilité dans cette émission et surtout du temps que vous avez pris pour venir ici préparer avec nous cette émission. Merci beaucoup, Alfred. Merci. Toi, tu es toujours de la famille. C'est moi. Mais on va accueillir aussi Roaka qui sera aussi de la famille. Le leadership d'impact. Ouais. L'émission, c'était Leadership d'impact. On se demandait quelle est la solution. Quelle solution pour la guerre à l'est de la RDC? Et la solution qui a été proposée, c'est le dialogue. Et il y a un projet en terminant qui s'appelait Silencing the Guns. Et faire taire les armes. C'est un projet qui était dans toute l'Afrique depuis des années. Je ne sais pas si on peut dire que le projet a eu un succès, mais il avait un bon slogan. Oui, surtout avec l'arrivée de Donald Trump qui veut bien faire la paix. Faire la paix pour faire le business. Donc, oui, absolument. Et pour terminer, je discutais avec quelqu'un qui m'a dit il faut que la RDC puisse être à mesure de se stabiliser et de faire se sécuriser d'abord, et se stabiliser et faire le business avec tous les pays. Il sera bien positionné pour négocier. Il sera en position de force pour imposer ce qu'il veut si ils parviennent à être organisés, à avoir une bonne gouvernance. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui a envoyé le dernier message, il faut à la République démocratique une bonne gouvernance qui est inclusive, qui accepte toutes les couches de la société congolaise dans tout ce qui est dans la vie politico-socio-économique. Éradiquer la corruption du pays. Une bonne sécurisation du pays. Et voilà, on va revenir à ce sujet. On ne peut pas le terminer. Oui, merci beaucoup vous tous qui nous suivez de partout en Afrique. Merci beaucoup pour ceux ou celles qui ont envoyé les messages. On sera toujours ensemble mardi prochain. Mardi prochain, en attendant, soyez en bonne santé et on souhaite que la silencing des gangs ou faire taire les armes soit un slogan qui est durable. Merci, à mardi prochain, au revoir. Merci.